l'actualité, demain lundi, le Premier ministre sera face aux membres du Conseil national de transition, cette fois-ci pour les séries de questions sur le plan d'action du gouvernement. Ce soir, la rédaction revient sur quelques acquis du gouvernement au cours des 6 derniers mois. Démarrage du concours d'entrée au centre d'apprentissage agricole. 1404 candidats sont inscrits pour 220 places. Les épreuves ont été lancées par le ministre de l'Agriculture, accompagné de ses collègues en charge de l'éducation et de la fonction publique. Et c'est parti pour la 13e édition du Grand Tour du Mandé, un événement qui fait la promotion de la culture malienne à travers la formation des jeunes griots en technique d'expression orale. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. C'est demain le grand rendez-vous pour la série de questions adressées au Premier ministre par les membres du Conseil national de transition sur le plan d'action gouvernemental, PAG. Le vendredi dernier, il a présenté les 8 axes du document qui prend en compte les aspirations des Maliens dans plusieurs domaines. La défense et la sécurité, les réformes institutionnelles, l'apaisement du climat social, la création de conditions pour les élections transparentes et apaisées. Mohamed Diarra revient sur quelques acquis du gouvernement Abdoulaye Maïga au cours des 6 derniers mois. L'exécutif face au législatif est un exercice républicain à la fois solennel et stratégique qui s'annonce très important dans la poursuite de la transition. Le gouvernement et le Conseil national de transition sont deux institutions clés de la transition. La présentation du plan d'action gouvernemental constitue une opportunité unique de présenter à la représentation nationale qu'est le CNT la vision stratégique du gouvernement de transition. Une vision stratégique qui n'est autre que la traduction concrète de la lettre de cadrage du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Plus qu'un simple discours, donc, elle constitue une véritable feuille de route politique, inspirée par les dispositions de la loi fondamentale. En effet, le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, sera face aux membres du CNT 6 mois après sa nomination à la tête de la primature. C'était le 21 novembre 2024. Dans un discours de 32 minutes, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a fait le panorama des actions que le gouvernement entend mener dans les prochains jours, mois et années, afin d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Les réformes à venir et les actions prioritaires à mettre en œuvre ont été énumérées. Le chef du gouvernement peut déjà se targuer d'avoir engrangé quelques résultats tangibles ces 6 derniers mois, parmi lesquels on note volontiers l'équipement et la formation des forces de défense et de sécurité. Le chantier de construction du mémorial pour immortaliser nos héros tombés sur le théâtre d'opération est très avancé. Le recrutement de 15 000 hommes supplémentaires et la mise en place de l'opération Dokoloko, l'opérationnalisation des systèmes intégrés de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités. Au niveau de l'axe 3 du PAG, on retient l'amélioration substantielle de la fourniture de l'électricité qui se poursuivra par l'accroissement des capacités de production et de distribution en énergie et en eau potable. L'amélioration du cadre de vie des populations à travers la réalisation des dépôts de transit. La gestion de la grève de l'APBF, lequel mouvement a failli porter un coup dur à l'économie nationale. Les avancées significatives enregistrées dans le processus de digitalisation et la modernisation de l'administration, pour ne citer que ceci. Ce plan, pour paraphraser le chef du gouvernement, recense la majeure partie des préoccupations légitimes du peuple malien, un peuple qui est le centre de gravité des autorités de la transition. Toutes ces initiatives sont prises conformément à la lettre de cadrage du président de la transition dont est inspiré le plan d'action gouvernemental. Les atouts énumérés et les perspectives annoncées devront plaider en faveur du Premier ministre ce lundi pour bénéficier de l'accompagnement du CNT à travers le vote du PAG. En tout cas, le PM s'est montré très serein. Et le président du Conseil national de transition invite les membres du CNT demain lundi à partir de 9h pour les débats autour du plan d'action gouvernemental à la mise en place terminée 8h30. Un débat à suivre en direct sur l'ORTM. Concours d'entrée au centre d'apprentissage agricole. Le top départ a été donné à Bamako et dans plusieurs régions du Mali. Le ministre de l'Agriculture, avec à ses côtés ses collègues en charge de l'éducation nationale et de la fonction publique, a ouvert la première enveloppe contenant les sujets au lycée Askia Mohamed de Bamako. Au total, 1404 candidats sont inscrits pour 220 places. Le point avec Daouda Koni. Les épreuves du concours d'entrée au centre d'apprentissage agricole CAA sont lancées ce dimanche 18 mai 2025 par le ministre de l'Agriculture accompagné de ses collègues en charge de l'éducation et de la fonction publique. De façon globale, pour 220 places, 1404 candidats sont inscrits. Parmi eux,
391 à Bamako, répartis entre 13 salles, ont pour centre le lycée Askia Mohamed. Au-delà du district de Bamako, le concours se fait dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Les places vont être disputées, mais le passage, l'admission, ça dépend de chacun de vous. Il faut mettre du sérieux dans vos copies. La place à la tricherie n'est pas possible. Il n'y a que votre compétence, disons, ce que vous allez rendre, qui sera pris en compte. C'est important pour votre carrière, on l'a dit, pour votre parcours en tout cas dans la vie en général et dans la vie professionnelle à venir pour vous. Il faut la loyauté et être sincère dans le travail qu'on est en train de faire. Et donc, depuis ce jour, il faudrait que les enfants évitent de tricher, évitent de compter sur qui que ce soit. Ils sont là tous à égalité de chance. Et les meilleurs seront retenus, répartis entre les 4 centres. Le concours d'entrée au CAA a été instauré pour former des cadres de l'encadrement du monde rural susceptibles de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Ils vont aller dans les centres d'apprentissage agricole. Au Mali, nous avons 4 centres d'apprentissage agricole, Samé à Kaï, Samanko dans la région de Koulikoro, et Mpesoba dans la région de Koutiala et Djoro dans la région de Ségou. C'est les futurs encadreurs. On parle de sécurité alimentaire. Donc nous, dans notre jargon, on dit que c'est les futurs soldats pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Notons que les candidats devront composer en rédaction, mathématiques et sciences naturelles. Le ton est donné à travers la rédaction. Lancement également des activités de programmes d'appui au renforcement de l'enseignement normal. À 7 régions du Mali, 10 académies d'enseignement sont concernées. Ce programme va contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements formels et non formels au Mali. Un reportage de Fadema Keita. La première phase du programme d'appui au renforcement de l'enseignement normal AREN 2023-2028, financé à 4 984 millions de francs CFA par la Confédération suisse à travers la Direction du développement et de la coopération des décès du département fédéral des affaires étrangères, est mise en œuvre à travers 3 axes. Elle doit faciliter la mise en place dans les zones bénéficiaires d'un système de formation initiale et continue, améliorer des enseignants couplés à une gestion efficace des enseignants et incluant la formation des formateurs. On traite à la fois la formation continue, la formation initiale, la formation des formateurs et la gestion des enseignants. AREN est vraiment à la pointe de la technologie en ce qui concerne l'utilisation des technologies numériques. Il s'agit effectivement de renforcer la formation initiale et continue des enseignants et des animateurs de l'éducation non formelle. En axe 2, il s'agit de moderniser la gestion des ressources humaines éducatives en tenant compte des réalités du terrain. Et puis en axe 3, il s'agit d'institutionnaliser une filière de formation de formateurs à l'école normale supérieure. Le programme AREN est conçu pour appuyer l'élaboration des nouveaux programmes IFM Bac plus 3, l'enseignement des langues nationales, l'éducation à la citoyenneté, la paix et la lutte contre l'extrémisme violent, l'utilisation du numérique éducatif et l'intelligence artificielle. Le programme AREN permettra d'améliorer les compétences professionnelles des enseignants à travers une formation initiale et continue de qualité, pertinente et orientée vers le développement des compétences requises chez les apprenants du fondamental et du non formel. De mettre en place un système de gestion des enseignants à la fois fonctionnel et résilient, tenant en compte les contextes de crise sécuritaire et sanitaire et garantissant une répartition équitable des enseignants en fonction de besoins réels des écoles, d'adapter le cursus de formation des formateurs de l'IFM aux besoins pédagogiques des futurs enseignants. La première phase, tout comme la deuxième du programme AREN qui va de 2028 à 2033, s'inscrivent pleinement dans le cadre du PRODEC 2 et des conclusions des États généraux de l'éducation qui appellent à une refondation profonde du système éducatif malien.
Et le ministre chargé de la jeunesse et celui chargé de l'enseignement supérieur échangent avec les jeunes sur l'avenir du pays à l'Institut supérieur des technologies économiques, comptables et commerciales. Ils ont animé une conférence sur le sujet jeunesse et citoyenneté entre héritage historique et enjeux actuels du Mali. Le reportage de Smaou Aïdara. Deux ministres face aux étudiants pour baliser ensemble la refondation du Mali Koura. C'est le ministre chargé de la jeunesse et son collègue chargé de l'enseignement supérieur qui sont les conférenciers du jour devant les étudiants à l'Intexup. Ils ont abordé avec les jeunes l'importance de connaître leur pays, de comprendre leur rôle dans la société et de s'impliquer activement dans la construction du Mali de demain. Et des échanges fructueux qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir parler de notre histoire, des grands empires. Nous avons parlé de la refondation du Malien lui-même. Mais aussi nous avons profité pour parler de la drogue qui fait énormément de ravages auprès de la jeunesse, d'attirer leur attention là-dessus. Le Mali appartient à la jeunesse. Ils ne sont pas l'avenir, ils sont les présents du Mali. Et que nous comptons sur l'engagement de la jeunesse pour que le Mali Koura de nos rêves puisse naître. C'est la jeunesse qui peut faire ça. Les étudiants de l'Intexup ont apprécié cette masterclass, jugée à la fois enrichissante et motivante. Ça nous profite à nous, jeunes, qui aujourd'hui sommes ou sont le pivot de ce développement ou de cette refondation tant recherchée par notre pays. Cette masterclass permet également aux étudiants de s'imprégner des réalités, du type de modèle de Malien que nous devons être assimilés aux réalités de fond et de forme auxquelles nous faisons face au Mali. À la fin de cette rencontre, un message. Le Mali de demain ne se fera pas sans sa jeunesse. Et si cette masterclass n'a duré que quelques heures, son impact pourrait bien marquer un tournant dans l'engagement citoyen de ces jeunes étudiants. Cérémonie de sortie de la 13e promotion du cours d'application des chefs de section de l'école d'application et de perfectionnement des officiers. Ils sont au total 99 officiers, dont 5 officiers nigériens à prendre part à cette formation. Le major de la promotion est un Malien avec une moyenne de 16,47. Bamari Sidiki Diallo, c'est son nom. Il est sous-lieutenant de l'infanterie de l'armée malienne. Le récit de la cérémonie avec Ousmane Koïta. Ils sont 99 officiers stagiaires des forces armées à recevoir leurs insignes et leurs diplômes après 6 mois de formation du cours d'application des chefs de section à l'école d'application et de perfectionnement des officiers. Parmi ces officiers, on note 5 officiers stagiaires du Niger et 5 personnels féminins. Cette 13e promotion du cours d'application des chefs de section s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les pays de l'AES. Ces officiers sont issus de toutes les corporations militaires. Ils ont été outillés dans le domaine de la maîtrise des techniques et tactiques les permettant de répondre aux défis du moment. Ils ont étudié et pratiqué la tactique, la topographie, l'armement, l'instruction sur le tir de mortier, l'instruction sur le tir au combat, les transmissions, le leadership, la pédagogie, mais aussi des conférences sur la connaissance des armes et services et sur des sujets divers et variés comme la gestion du stress au combat, les nouvelles formes de menaces telles que le terrorisme, la cybercriminalité, la consommation et le trafic de stupéfiants, l'utilisation des réseaux sociaux, entre autres. Selon les responsables militaires, ces connaissances acquises devront permettre à ces lauréats d'affronter avec abnégation, courage et détermination leur future mission sur le terrain. La cérémonie de ce matin marque non seulement la fin de la formation et la remise de diplômes, mais aussi le début d'une nouvelle partie de carrière de leader de contact, mieux outillés et mieux préparés à faire face à leurs responsabilités. L'application, c'est le plus essentiel, pour ne pas dire primordial, dans la carrière d'un officier interarmé, qui fait de lui un spécialiste dans une filière bien définie. Ces officiers qui comprennent encore une fois que le premier choc des opérations se trouve à leur échelon de commandement. À titre de rappel, le sous-lieutenant Bamari Sidiki Diallo est le major de cette 13e promotion du cours d'application des chefs de section avec une moyenne de 16,47 et la cérémonie s'est achevée par un défilé militaire.
Actualité AS nous amène tout d'abord à Ouagadougou, au Burkina Faso, et nous allons parler de ce jour qui est désormais inscrit dans les annales du pays, l'inauguration du mausolée Thomas Sankara. Selon le président du Faso, Ibrahim Traoré, le combat du père de la Révolution d'août 83 est un engagement pour la liberté, la dignité, l'intégrité, avec une opposition farouche contre les valeurs impérialistes et néocolonialistes. Et il appelle la jeune génération à s'engager pour la préservation des acquis de la Révolution. Un reportage de Moussaki. 17 mai 2025. Le Burkina Faso inaugure le mausolée en hommage au père de la Révolution d'août 83 et ses 12 compagnons. Au parloir, 3 interventions pleines d'émotions. Honneur, pouvoir, souveraineté. La patrie ou la mort. Le discours officiel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est livré par le chef du gouvernement. Comme un cours d'histoire, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo revient sur les fondements de la révolution et la vision du capitaine Thomas Sankara avec. Nous ne sommes pas réunis ce 17 mai par nostalgie, ni animés du ressentiment d'un passé douloureux. Ce qui nous rassemble aujourd'hui comme un seul homme, c'est plutôt le serment renouvelé de s'engager avec détermination à préserver les acquis et à poursuivre l'historique œuvre patriotique de nos héros pour une libération totale de notre peuple du joug de l'impérialisme et du néocolonialisme. À cette cérémonie d'inauguration du mausolée, l'on célèbre aussi l'unité africaine, le panafricanisme, la solidarité, des expressions chères au capitaine Thomas Sankara. Pour le président du comité international du mémorial Thomas Sankara, cette cérémonie traduit toute la volonté affichée du gouvernement burkinabé à perpétuer la mémoire et les idéaux du père de la Révolution. Nous en sommes certains. Sankara et ses compagnons se réjouissent des combats que son Excellence Ibrahim Traoré, suivi par tout un peuple, mène sur de nombreux fronts, notamment et particulièrement pour les peuples de l'Alliance des États du Sahel et des pays frères et amis attachés à leur souveraineté. Je lance un appel solennel à toute la population de Ouagadougou et à l'ensemble du peuple burkinabé à s'approprier ce lieu, à en faire un espace de recueillement, de méditation, mais aussi un lieu de transmission de notre histoire et de nos luttes. Les discours rendent également hommage au peuple burkinabé et à ses forces combattantes engagées pour la libération totale du territoire national. Au-delà des hommages rendus aux familles des héros, le gouvernement burkinabé s'engage à immortaliser ces burkinabés morts pour la patrie. Cela à travers un baptême de rue dans la capitale burkinabé au nom de chacun des 12 compagnons du capitaine Thomas Sankara. Et le ministre en charge de la culture du Mali, Mamoun Dafé, a pris part à cette cérémonie. Sa présence témoigne la solidarité du peuple malien envers le peuple burkinabé pour ce moment historique. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de la RTB. Nous sommes très honorés de participer à cette cérémonie d'inauguration de ce mausolée qui célèbre en fait toute l'Afrique, l'unité africaine, qui célèbre la mémoire de nos grands peuples. Célébrer Thomas Sankara, c'est célébrer l'Afrique, c'est célébrer son histoire, sa conscience historique, de se prendre en charge par ses fils et par ses propres moyens. Toute chose qui a été vraiment dit en avance et anticipée par feu le président Thomas Sankara. Alors le saluer, le célébrer aujourd'hui est une chance pour l'Afrique. Et au Niger, signature de convention à Niamey entre les autorités nigériennes et celles du Mali dans le cadre de l'approvisionnement en hydrocarbures du nord du Mali. Jamila Amadou. La signature de ces accords entre le Mali et le Niger en matière d'approvisionnement en hydrocarbures vient renforcer la sécurité énergétique au Mali. Durant son séjour au Niger, cette mission a ouvert la voie à une coopération pérenne dans le secteur des hydrocarbures. Le gouvernement malien, par l'intermédiaire du ministère de l'Industrie et du Commerce, poursuivra son objectif de garantir l'accès aux ressources énergétiques essentielles pour le développement socio-économique du pays.
C'est pour pouvoir faire face, vous savez, au défi de l'approvisionnement en hydrocarbures de la partie nord du Mali à la suite donc de la fermeture de la frontière entre le Mali et l'Algérie. Un pays à partir duquel le nord Mali s'approvisionnait en produits pétroliers. Donc conformément à la devise de l'AES, un espace, un peuple, un destin. Et donc avec le Mali, nous sommes le même peuple et nous avons le même destin et nous avons donc décidé justement également de faire face ensemble à cette situation. Et donc avec la SONIDEP, qui est un instrument de souveraineté nationale. Aujourd'hui, la SONIDEP aussi, c'est un instrument qui appartient à la fois au Mali et au Burkina Faso. La signature de cette convention marque un tournant décisif de coopération bilatérale dans le cadre de la diversification des sources d'approvisionnement et du renforcement de la résilience. Cet acte contribuera sans nul doute à la sécurité et la disponibilité des hydrocarbures dans la partie septentrionale pour les prochaines années. Mieux, les 3 pays de l'AES renforceront leur coopération, signe de fraternité et d'amitié. « 78e Assemblée mondiale de la santé à Genève. Les images vont suivre. La ministre de la Santé et du Développement social du Mali y prend part. Et pour l'élection du directeur régional Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les ministres de la Santé des 3 pays de l'AES, Mali, Niger, Burkina Faso, se sont réunis au siège de la mission permanente du Mali auprès du système des Nations Unies pour discuter de la stratégie commune à adopter pour le choix du candidat dans le souci de préserver les intérêts des pays de la Confédération des États du Sahel. Les 3 ministres de la Santé ont donc décidé de voter pour le candidat qui défend les intérêts des pays de l'espace AES. Nouvelle de nos pèlerins, 285 pèlerins de la filière gouvernementale et leurs délégués sont arrivés à Médine, la ville sainte du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. C'est aussi l'une des principales étapes du pèlerinage musulman. Envoyés spéciaux, Suleiman Kanza Sidibé, Toumani Diabaté et Amal Oundri. Les 285 pèlerins ont été accueillis à l'aéroport puis installés à l'hôtel Diawaratou Rachid de Médine. Candidat au pèlerinage à la perfection, il doit commencer par se purifier par la visite de certains monuments ou sites historiques de l'islam. La ville de Médine regorge de ses lieux prestigieux comme le mausolée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de ses compagnons et la première grande mosquée faite par lui pour les croyants de la foi musulmane à Médine. Médine, c'est la première destination de tous nos pèlerins. Et en Médine, on a planifié faire beaucoup de visites sur les lieux saints, commençant par la grande mosquée du prophète, qui a été construite par la mère du prophète, paix et salut sur lui, et la tombe du prophète aussi se trouve à côté, et la tombe de ses 2 compagnons, Abu Bakr Siddiq et Omar Ben Khattab. Ensuite, il y a le cimetière de Baqiya qui est à côté de la mosquée aussi. Le cimetière dans lequel il y a milliers de compagnons du prophète, paix et salut sur lui, dans ce cimetière. Prier en ce lieu apporte beaucoup de baraka, des bénédictions pour le musulman. La place Aram, il y a l'entrée principale pour aller à la grande mosquée. À droite, vous avez la mosquée en famille de Abou Akari le véridique, la petite mosquée où le prophète implorait Allah pour la pluie, et par devant le mausolée du père spirituel de l'islam. Et nos envoyés spéciaux nous signalent que 13 000 pèlerins maliens sont attendus cette année pour le Hajj. Aussi, le premier vol des pèlerins encadré par l'agence Mousdalifa a quitté ce samedi l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Ils sont plus de 200 à avoir embarqué pour Médine. Compte rendu, Small Aïdara et Adama Traoré.
Il est 14h45 à Bamako. Les thermomètres affichent 40 degrés. Sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta, les regards sont tournés vers le ciel. Le premier vol des pèlerins, encadré par le groupe Mousdalifa, décolle pour Médine avec à son bord descend un pèlerin. Je suis très ému. J'ai un sentiment que je ne peux pas expliquer présentement. Qu'Allah facilite le Hajj à tous les musulmans. Ya Rabbi Allah. Et on espère que cette année, le Hajj 2025 sera bien pour nous tous. Et tous ceux qui sont avec nous dans ce pèlerinage, on espère aller en bonne santé, revenir en bonne santé et aussi faire le pèlerinage comme il le faut, surtout le 5e pilier de l'islam. D'abord, je compte prier pour moi-même, faire des doigts pour mon père qui est décédé, et pour ma mère aussi, et toute ma famille, et surtout pour le pays. Les pèlerins sont accompagnés par des imams, des prêcheurs, un responsable sanitaire et un délégué général. Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité sanitaire des pèlerins. Sur place, les infections les plus fréquentes, les maladies les plus fréquemment rencontrées, c'est les infections respiratoires aiguës, c'est-à-dire les maladies des poumons, et quelques cas de traumatisme, parce que vous savez, c'est des vieilles personnes, il faut les assister, les rhumes, les grippes. Souvent, on a les pèlerins vieux. Il y a beaucoup parmi eux n'ont pas l'habitude de voyager. Maintenant, les légués vont pour accompagner les pèlerins. Avant l'embarquement, les préparatifs se sont déroulés à la maison du Hadj. Contrôle administratif, formalités sanitaires, consignes religieuses, tout a été passé en revue pour garantir un départ dans l'ordre et la sérénité. Je suis tranquille parce que nous avons eu à faire tous les préparatifs nécessaires pour nos pèlerins. Je leur souhaite d'accomplir leur pèlerinage dans la paix et la tranquillité et de revenir sains et saufs. Pour ces pèlerins, c'est bien plus qu'un simple voyage. C'est une marche vers la foi, le pardon et l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Que Dieu protège tous nos pèlerins. À Ségou, des vivres et non-vivres ont été offerts à l'État du Mali par la Banque mondiale. Ce don est destiné à 6335 ménages sinistrés des inondations de la région et il vient alléger la souffrance des bénéficiaires. Pour plus de détails, Ramata Konaté et Cheikh Tangara. 38 009 personnes pour 6 335 ménages sinistrés des inondations bénéficient de vivres et de non-vivres. En fonction du nombre de membres vivant en son sein, chaque ménage reçoit du riz, du mil, du sucre, de l'huile, du sel, des nattes et des couvertures, des moustiquaires, entre autres. Ce don est un appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet Plus bas. La région de Ségou bénéficie ainsi de l'appui concret suivant: 342 tonnes de riz, 342 tonnes de mil, 760 tonnes de sucre, 38 tonnes de sel, 19 005 unités de couverture, 19 005 unités de moustiquaires, 19 005 unités de nattes, 1900 unités de kits scolaires, 53 unités de tentes. Nous nous réjouissons de cet appui très bénéfique pour nous. Que Dieu récompense les donateurs. Ce don concerne les ménages de 5 cercles de la région, à savoir Ségou, Markala, Bla, Massina et Nyonou. J'insiste particulièrement sur l'importance du respect strict des mécanismes de distribution mis en place afin que l'aide parvienne intégralement et directement aux vrais bénéficiaires. Cet appui marque non seulement la solidarité continue et active de la communauté internationale envers notre pays dans ces moments difficiles, mais constitue également une preuve tangible qui dément catégoriquement le discours des détracteurs affirmant à tort que notre pays serait isolé sur la scène internationale. Le gouverneur de la région de Ségou a aussi visité les magasins de l'OPAM pour s'assurer de la disponibilité des stocks pour les sinistrés. Et le gouverneur de la région de Ségou s'est également rendu dans les brigades et postes des forces de défense et de sécurité à Bla.
Au niveau de la gendarmerie, de la protection civile, tout comme à la garde et la police nationale, le gouverneur s'est imprégné des conditions de travail des hommes sur le terrain. Le chef de l'exécutif régional a aussi remonté le moral des troupes tout en leur transmettant les messages de félicitations du président de la transition pour les efforts consentis en matière de sécurité. Il a également exhorté les troupes à plus de vigilance et de cohésion en vue de mener à bien leur mission. Restitution, dissolution des partis politiques à Bougouni et à Nara. Les représentants de l'État dans ces deux régions ont rencontré les forces vives pour mieux les édifier sur cette décision. Bougouni, Agali Aguissa et Nara, Idrissa Keïta. Des grandes décisions ont marqué la vie de la nation ces dernières semaines. Elles concernent entre autres la loi portant dissolution des partis et associations politiques en République du Mali, la révision de la charte de la transition installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans. Des dispositions qui répondent aux aspirations de la population de Bougouni. Nous saluons la dissolution des partis politiques au Mali. On ne peut pas évoluer sans la politique. À l'indépendance, il n'y avait que des formations politiques. Mais aujourd'hui, on dénomme plus de 297 partis. Ce n'est pas ce qui est recherché du tout. La dissolution des partis politiques est une recommandation des Maliens. Cette décision du président du Mali vient à point nommé. Les Maliens ont mal compris la démocratie. Ces mesures visant la dissolution des partis politiques et organisations à caractère politique n'entravent pas le multipartisme dans notre pays. Il est important de noter que la mesure de dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique ne porte atteinte ni à la démocratie, ni au multipartisme consacré par la Constitution, tant et si bien que la mesure n'institue ni le parti unique, ni ne modifie une disposition de la Constitution ayant trait à la démocratie. Le gouverneur a réitéré l'engagement des autorités maliennes à consolider les acquis et poursuivre la refondation du pays. Il a également exhorté les différents acteurs à veiller à l'application stricte des différentes lois évoquées lors de cette rencontre. Il s'agit à travers cette concertation d'informer les légitimités traditionnelles, les représentants des organisations de la société civile, les groupements de jeunes et de femmes sur la loi portant abrogation de la charte des partis politiques, du statut de l'opposition politique et du décret relatif à la dissolution des partis politiques et associations à caractère politique. Nous avons eu à faire des recommandations très fortes lors de notre concertation régionale qui ont été prises en compte par les autorités de ce pays. Et c'est l'occasion de les remercier et de leur dire que nous sommes toujours prêts à collaborer et nous sommes toujours là pour chaque fois que le besoin se faisait pour les accompagner de cette mission très difficile qui est la sécurisation de notre pays et la refondation de notre pays. L'adoption du dit décret s'inscrit d'une part dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationale de la refondation tenue en 2021 et d'autre part dans le cadre de l'exécution des orientations données au gouvernement par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Cet acte n'entame en rien la constitution de la République du Mali en vigueur. Ça n'entame en rien la charte de la transition. Ces actes administratifs n'éloignent en rien à la démocratie ni au multipartisme dans la mesure où la Constitution et la charte de la transition les soutiennent. Les questions-réponses et contributions ont permis aux participants de mieux comprendre le fondement des lois et des décrets, objet de la présente rencontre. Année 2025, année de la culture, hommage ce soir à tous ces hommes du 7e art. Parlons à présent de la 13e édition du Grand Tour du Mandé. C'est un événement qui contribue à la promotion de la culture malienne à travers la formation des jeunes griots en technique d'expression orale et aux valeurs qui fondent notre société. Une initiative du communicateur traditionnel Brahma Soumano, envoyé spéciaux à Kela, Aliou Abdoulaye Touré et Adama Kamara.
Ce 10 mai 2025 à Kéla régnait une effervescence particulière. C'était la célébration de la 13e édition de l'événement culturel Grand Tour du Mandé. Un événement qui magnifie la culture dans toute sa splendeur. On a un président qui comprend que on ne peut jamais prétendre connaître un homme, une population, sans le connaître dans sa dimension culturelle. Donc s'il fait de l'année de la culture, c'est pour d'abord revaloriser, rehausser la culture du Malien, mais remettre les plats dans son récipient. Depuis plus de 60 ans, on évolue vers d'autres cieux, on évolue vers d'autres cultures qui ne sont pas propres à nous. Et là, au lieu qu'on assimile, on devient des assimilés. Et c'est ce qui a amené le peuple droit au mur. L'importance de la question de la culture justifie le déplacement ces jours du ministre de la Culture à Kéla. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a pris une décision historique de faire de cette année l'année de la culture. Il a demandé d'inculquer les valeurs sociétales aux jeunes du Mali. Ce travail que Bromos Mono fait depuis 13 ans, avec ce grand tour du Mandé de Kéla, mais aussi, surtout avec cette école d'initiation, et c'est le lieu de saluer et de transmettre les chaleureuses félicitations de l'ensemble du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, on parle du Mali que nous voulons, c'est à travers la jeunesse, c'est à travers l'éducation, mais surtout à travers les griots, qui sont les gardiens de notre société. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans nos sociétés? C'est ce segment de la société, quelque part, qui était en panne. Et je pense justement, à partir de Kéla, et de ces différentes initiatives qu'on essaye de rétablir, ces grandes écoles de notre société. Avec son école du Kalamblon, Brahmas Mono initie les jeunes générations de griots aux techniques d'expression orale et aux valeurs culturelles qui fondent la société malienne. Ça nous apprend, nous les jeunes Nyamakala, à comment parler, à connaître la culture du Mali et comment les choses se faisaient dans le passé et aujourd'hui. Donc il nous apprend aussi à faire les djamous, comment faire le lien entre le passé et l'aujourd'hui. Le Grand Tour du Mandé est aussi un événement d'initiation au secret de la parole. Au dire du communicateur traditionnel, la parole possède des vertus. Elle constitue un levier pour la construction et la réconciliation nationale. La parole joue un premier rôle, sinon un rôle indispensable. Il faut se parler, il faut parler à l'autre, il faut écouter l'autre. Ensemble, on essaie de voir ce qu'il y a de bien à prendre dans les paroles. On peut avoir 2 nationalités, 3 sinon, mais on n'a qu'une seule patrie. Et notre patrie, c'est le Mali. Et ce Mali, on doit le léguer à nos enfants. Grâce à la ténacité et à l'éloquence du maître de la parole, le Grand Tour du Mandé s'est imposé comme l'une des plus grandes rencontres culturelles et il gagne chaque année plus d'envergure et d'accompagnement. Nous sommes ravis en tant que partenaires de ce que nous avons vu cet après-midi ici. En effet, nous avons, sur le plan culturel, appris énormément de choses sur le Mandé, sur la culture, sur les griots. Et nous pensons que ce festival est un festival qui a de l'avenir. Il a déjà 13 ans d'existence et ce que nous souhaitons, c'est qu'il continue à magnifier la culture malienne, la culture du Mandé à travers le monde. Avant de quitter le Mandé, après 5 jours d'initiation et d'apprentissage, les élèves de l'école du Kalamblon ont été édifiés sur le rôle et la place de Kaba dans le Mandé. Selon le communicateur traditionnel, c'est à Kaba que l'empire du Mandé a été fondé. Et c'est là également que la charte de Kourkanfouga a été proclamée. Projection du film documentaire intitulé Tombouctou, un voyage de temps de paix. Cette réalisation redessine le vivre ensemble dans la ville mystérieuse avant la crise sécuritaire. Un reportage de Moussa Kamara. Intitulé Tombouctou, un voyage en temps de paix, c'est un film documentaire d'environ 90 minutes. Il est le fruit de plusieurs années de travail abattu par la réalisatrice. Il a été question de tout, de nos relations entre nous, de nos modes de production et de consommation. Et le fleuve est tout un symbole. Et également, la question de l'Occident et nous, avec la participation de personnalités venues de différents pays. C'était un grand moment, comme les gens l'ont proposé, qu'on ait des débats autour
de cette contribution du Centre Amadou Hampâté-Bâ au mois de la culture. Il plonge les téléspectateurs dans un voyage nostalgique d'artistes maliens et internationaux dans la cité des 333 serres. Tombouctou des vieux jours, Tombouctou des savanes, des astrologues, Tombouctou des vertus, des saints. Ce film Tombouctou a été réalisé en 2024. Il célèbre la culture malienne avant la crise sécuritaire. Ce voyage par le bateau Tombouctou pour la paix est un sentiment de fierté et de joie. Parce que nous sommes en train d'écrire un document pour la paix et la réconciliation nationale. Ça nous fait revivre également le Mali profond dans sa diversité. Nous regrettons aujourd'hui que le bateau Tombouctou a été incendié, que le bateau Kankou Moussa est au quai et que les Maliens sont quelquefois divisés. Et ça, c'est un message de paix, un message de réconciliation nationale à travers la culture. Le film fait un focus sur le projet de renaissance culturelle intitulé Tombouctou 2000 et cette première projection se passe en cette année dédiée à la culture. Tombouctou 2000 reste une vision lumineuse ainsi qu'une invitation à se parler, à regarder dans la même direction et le film Tombouctou Voyage en temps de paix en est un des témoignages. La projection du film Tombouctou en voyage en temps de paix entre dans le cadre des activités de la marraine du mois de mai. Nous sommes au centre du monde. On n'a pas besoin qu'on vienne nous dire qu'on se mondialise. C'est un faux débat, sans complexe. Il faut qu'on s'approprie. Ça a des avantages, les reconnaître, les cerner et savoir comment on entre là-dedans. Deuxième édition du Festival international Sogobo de Bamako prévue du 20 au 25 mai 2025 au Musée national. Ce rendez-vous entend mettre sur scène les masques et marionnettes. Mariam Koulibaly. Le Festival international Sogobo, c'est globalement la mise en valeur d'un répertoire riche et varié de plus de 5000 spectacles créés et joués par les marionnettistes d'Afrique et d'ailleurs. Un véritable cadre d'y donner et d'y recevoir, inspiré entre autres des épopées, des contes et des légendes. Nous sommes arrivés à un grand tournoi de l'évolution de notre humanité qui fait qu'il y a un blocage parce qu'on a perdu un peu notre identité culturelle. Je me suis dit l'un des meilleurs remèdes c'est de se retourner et créer ce festival qui est considéré comme étant la somme de tous les festivals au Mali en termes de socialisation, en termes d'intégration, en termes scientifiques. L'événement susceptible de contribuer au rayonnement de la culture malienne et au développement du tourisme local et international est placé cette année sous le signe de l'année de la culture. Le thème retenu est la culture, facteur de paix, de cohésion sociale et de développement socio-économique. Année culture, c'est pas que les pièces de théâtre. C'est pas les marionnettes, c'est pas que des masques. Année culture, c'est le retour à nos valeurs ancestrales. Année culture, c'est l'identification. Année culture, c'est le professionnalisme. Année culture, c'est avoir l'amour de son pays. L'art des marionnettes n'est plus à présenter au Mali, mais sa promotion reste un devoir. Les différentes activités qui seront organisées pendant ce festival offrira une promotion de la culture, de l'art des marionnettes. La rencontre qui aura lieu du 20 au 25 mai 2025 au Musée national sera meublée par des rencontres entre acteurs culturels et la population, en plus de diverses créations artistiques. Lancement également accueil du Festival des Rails qui permet de promouvoir la culture comme un levier de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Un reportage de Kabadjara.
C'est parti pour la 15e édition du Festival international des rails FIRCA. Les activités ont été lancées ce jeudi 8 mai dans la Cité des Rails sous le thème patrimoine musical, moteur de vivre ensemble. Le patrimoine musical, pan de la culture, est un moyen de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique, de la restauration de la souveraineté nationale et de la refondation de l'État. À cet effet d'ailleurs, dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décrété l'année 2025 comme l'année de la culture au Mali. Le Sénégal et le Mali sont deux pays, mais un seul peuple. Deux pays qui ont le même drapeau, à une seule différence près, deux pays qui ont la même devise, un peuple, un but, une foi. C'est pourquoi la nouvelle direction générale, conscient de l'importance que ce port qui appartient aux deux pays doit jouer, a choisi comme logo officiel du port, au-delà d'un peuple, un but, une foi des deux pays, un port, un but, une foi. Pour dire que le port de Dakar, c'est le port du Mali. Pour le promoteur du FIRCA, le Festival des rails n'est pas forcément lié aux rails. Dès notre événement culturel, on est venu à la nuit des rails, parce que les rails sombraient. Donc faisons quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? N'écrivons pas dans la presse, ne faisons pas de marches, ne faisons pas de tapages. Créons un événement de combat. Et cet événement de combat, quand on a annoncé le festival, et quelques mois après, les autorités aussi ont pris la décision de réparer tout au long des rails. Et dans 4 mois, les ouvrages vont finir. Et quand on tient le festival des rails, on nous dit à 31 festival. Le festival n'est pas lié au train. Le festival est lié à la culture et à l'identité des Cailles. Le chef de l'exécutif régional, en compagnie de sa délégation, a ensuite visité les différents stands avant de procéder à la remise de trophées à 9 personnes qui ont toujours accompagné le Festival international des rails des Cailles. Et le ministre de la Réconciliation, en compagnie de son collègue de la jeunesse, a lancé les activités du Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou. Et hier samedi, un concert géant a été organisé et a mobilisé l'ensemble des présidents des conseils régionaux du Mali à Tombouctou. Reportage à Najim Babasissé et Maoulou Tandina. Après le lancement de ces activités à Tombouctou, le Conseil régional de la jeunesse gratifie la mystérieuse d'un concert géant avec les artistes locaux afin de démontrer aux hôtes du jour le talent caché de ces hommes et femmes qui œuvrent pour la survie de la culture tombouctienne. Bintou Garba, Koua Traoré, Abdoulaye Sissé, Ousmane Diallo Diloja, El Diablo et plein d'autres ont immortalisé cette soirée qui a enregistré la présence du ministre de la Réconciliation et de son collègue de la jeunesse et des sports. Le concert est dans le cadre de concertation de cohésion sociale et pour montrer aux jeunes de fêter encore avec l'ensemble des jeunes qui sont là pour venir témoigner, activer et participer à notre lancement. Nous sommes très contents et nous nous réjouissons de voir la mobilisation de toute la population de Tombouctou, que ce soit les jeunes, les femmes, tout le monde s'est mobilisé à venir prendre. Seule la culture peut mobiliser ce beau monde-là. Parrain d'honneur de cet événement qui a rassemblé les présidents des conseils régionaux de la jeunesse du Mali à Tombouctou, le ministre Ouagué est tout simplement ému. Et c'est le lieu encore de remercier sincèrement les forces de défense et de sécurité qui ont permis quand même qu'on a sa loi ce soir et aussi toute la population de Tombouctou qui nous a accueillis. Je vais quitter Tombouctou vraiment le cœur tranquille, le cœur plein de fierté. Et je me dis qu'il y a une jeunesse unie. Parce que la jeunesse de tout le Mali s'est retrouvée ici à Tombouctou pour ces activités. C'est la preuve que la jeunesse est unie. Et tant que la jeunesse est unie, il y a des chances que le pays soit construit dans la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Ces concerts ont mobilisé en plus des membres de la délégation nationale, des hautes personnalités et la population dans une ambiance électrique. Suite de
ce journal et parlons santé. Le 17 mai, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Le thème de cette année est « Mesurez votre pression artérielle avec précision, contrôlez-la et vivez longtemps ». L'AVC, la crise cardiaque et l'insuffisance rénale figurent parmi les principales conséquences de l'hypertension artérielle, une maladie qui se caractérise par une élévation anormale de la pression artérielle. Au Mali, des consultations gratuites et une prise en charge ont été faites dans les 6 CCRF de la capitale. Le point avec Adam Maïga et Abdul Salam Bambara. Accompagnée de ses enfants au CCRF de Kalabankoro, Marie Dako, une quinquagénaire, souffre d'hypertension artérielle depuis 2 ans. Cette maladie a aujourd'hui entraîné chez elle un handicap physique. Je vis avec cette maladie depuis 2 ans. Aujourd'hui, je ne peux plus me déplacer normalement. Un jour, je suis tombée sur mon bras gauche, séance tenante. J'ai appelé mon mari pour m'aider à me relever, mais en vain, car j'avais des vertiges. 2 jours plus tard, nous nous sommes rendus à l'hôpital où le médecin m'a informé que ma tension était élevée à 23. L'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque ou encore l'insuffisance rénale résultent souvent de l'hypertension artérielle et constituent des facteurs de complication de la dite pathologie. Toutefois, il relève que certaines personnes souffrent de l'hypertension artérielle sans s'en rendre compte. C'est le cas de Nyami Fofana qui n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra. Elle en était informée à l'issue d'une consultation. Surprise et désolation sont les sentiments qui l'animent. L'hypertension artérielle, comme on l'appelle, c'est le tueur silencieux. On peut être hypertendu sans savoir qu'on est hypertendu. C'est pour ça qu'on demande à ce que les gens viennent se faire dépister. Comme vous l'avez vu vous-même, on vient de voir beaucoup de patients qui ne savent même pas qu'ils étaient hypertendus, alors qu'ils ont les chiffres tensionnels qui étaient très élevés jusqu'à 1 grade 3. Donc on était obligé de les mettre sous traitement et de les donner les conseils. Autre site, les centres de santé de référence de la commune 3. Ici, la mobilisation est également de mise. Oumouniane, hypertendue depuis plus de 10 ans, a bénéficié d'une consultation gratuite. Un geste qui peut faire la différence selon les spécialistes. Je souffrais de palpitations, ce qui m'a poussé à venir à l'hôpital. On m'a alors informé que c'était le début de l'hypertension artérielle. Depuis ces diagnostics, j'ai suivi les traitements prescrits et je ne rencontre aucun problème de santé. Avant, on pensait que c'était juste une pathologie qui atteignait le sujet âgé, c'est-à-dire au-delà de 50 ans. Mais malheureusement, on observe aujourd'hui des jeunes de 30 ans, moins de 30 ans sont hypertendus. Ces consultations gratuites ont été organisées dans le cadre de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle, célébrée chaque année le 17 mai. Dans le même registre, le village de Samogosoni, dans le cercle de Sikasso, dispose désormais d'une maternité grâce à la mairie de la localité avec l'appui du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Compte rendu, Sekou Konaté et Suleiman Bamba. Réalisée pour plus de 43 millions de francs CFA, cette infrastructure est bâtie sur une superficie d'1 hectare. Elle est une réponse à un besoin longtemps exprimé par les populations de Samogosoni et un rêve de la native du village non moins maire de la commune. Cette nouvelle maternité unité mère-enfant offrira des services de qualité et des accouchements sécurisés pour 20 femmes en moins par mois et aussi contribuera à la diminution des taux de mortalité maternelle et néonatale. Auparavant, les femmes en travail vivaient le calvaire. Elles étaient transportées en moto pour un centre de santé de Sigasso. Cette maternité vient mettre fin à cela et nous nous réjouissons de sa réalisation. Composée de salles d'accouchement et de repos, d'un bureau et d'un logement pour la matrone, de châteaux d'eau et de blocs de latrines, la réalisation de cette infrastructure avec l'appui du PDRAS est la parfaite illustration de la bonne dynamique de la décentralisation. C'est un moment de réjouissance que j'ai voulu partager avec vous, car il n'y a rien de plus précieux que la vie d'un bébé. Accueillir un enfant dans les meilleures conditions
et veiller sur la santé de la maman qui les met au monde est essentiel. Cette maternité est désormais la vôtre. La coupure du ruban symbolique suivie de la visite des locaux, le tout dans une ambiance soutenue par le balafon, ont mis l'infrastructure au service des 2270 âmes qui constituent la population du village de Samogosodi. Samedi 19 avril dernier, la diaspora malienne a été dans la salle des fêtes de la mairie de Montreuil pour une grande manifestation culturelle afin d'inviter les fils et filles du Mali à s'investir davantage pour le développement. Le commentaire de Boubacar Bablin-Touré. Prôner la cohésion sociale autour des questions de développement de la commune de Djakon dans le cercle de Soubidjanjan à travers la culture, c'est tout l'intérêt de l'organisation de cette manifestation culturelle à la mairie de Montreuil en France. Un cadre choisi par les représentants des 18 villages et les 54 hameaux vivant en France, regroupés au sein de l'association Suruma, en partenariat avec le programme Tunkaranke et ses banques partenaires, de casser une routine, celle d'un boulot, métro, dodo. Mes remerciements s'adressent à l'ensemble des organisateurs de cette journée historique. Je suis sensible aux grands efforts que vous avez amenés pour se rendre ici, car venu de plus de 58 communes. Le docteur Abdoulaye Sall, paix à son âme, il disait ceci: le Mali est un vieux pays avec un État jeune, un vieux pays héritier de 3 grands empires, le Ghana, le Mali, le Songhai, et de plusieurs royaumes porteurs d'une richesse historique. Oui, le Mali est très riche, très très riche, culturel, institutionnel, je l'ai dit, par nos traditions, mais aussi un État neuf issu de la colonisation française aux institutions modernes encore en construction. Oui, on est encore en construction. Au programme de cette soirée riche en son et en lumière, des prestations d'artistes qui ont émerveillé plus d'un. Quant au programme Tunkaranke et ses banques partenaires, co-organisateurs de l'événement, ont, dans un souci de structuration de la diaspora, mis à la disposition de nos compatriotes établis en France toute une gamme d'outils de développement. Prochainement, nous allons ouvrir un bureau d'accueil et d'orientation dédié aux jeunes binationaux. Ce sera un espace pour les écouter, les accompagner dans leurs projets adaptables et réalisables dans le village de leurs parents, via nos banques partenaires. Il y a des accompagnements qui vont venir à travers un chapelet de projets qui peuvent être mis en œuvre et pour lesquels la banque est prête justement accompagner les projets de cette seconde génération. Une démarche qui cadre parfaitement avec la vision du président de la transition à travers le département en charge des Maliens établis à l'extérieur. Vision qui prend en compte la situation des Maliens de la diaspora dans l'axe 7 de la lettre de cadrage remis au Premier ministre. Le Mali est un et indivisible. Et c'est le Mali qui est là. Nous soutenons les initiatives, et nous les accompagnons. Nous invitons les jeunes à imiter ce que le programme Tunkaranke est en train de faire dans d'autres régions, dans d'autres contrées de notre pays. En marge de cet événement culturel, une rencontre a réuni les responsables du programme Tunkaranke, les banques partenaires et les représentants des 18 villages de Suruma et de Lamidou. Une rencontre sanctionnée par l'ouverture de plusieurs comptes associatifs à la BESIC Mali. Un tournant décisif qui ouvre la voie à une inclusion financière dans ces localités respectives. Voilà, c'est l'heure du sport dans ce 20h. Il nous a rejoint Siragatou Sissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Khadija Toukone. Championnat national professionnel de Ligue 1, la 23e journée a démarré ce dimanche. Oui, 3 rencontres étaient au programme. L'USFAS a été battu il y a quelques instants par l'AS Bakradjan de Baraouli, 1-0. Le Djolibasi en début d'après-midi a cartonné l'Union sportive de Bougouba 5-2. Avec cette victoire, le Djolibasi est deuxième 47 points, mais la pression sur le leader Stade Malien de Bamako 52 points et un match en moins. Les étoiles du Mandé et Binga FC se sont séparés un but partout. Et demain lundi, en clôture de cette 23e journée, 4 matchs.
À feu, AESCO à 17h au stade Salif Keita Domingue de Kati. 11 créateurs de Nyarela FC Diara à 17h au stade Wenzen Koulibaly. Stade Malien de Bamako, Union Sportive de Bougouni à 17h. Et AESRL AS Police à 19h15 au stade Mamadou Konati. Fois féminin, zone ouest A, le Mali entre en lice demain lundi face à la Mauritanie. Oui, ce sera à partir de 16h à Nouakchott. Les aigles dames du Mali partent avec la faveur des pronostics devant les Mauritaniennes. Un fossé sépare les deux équipes dans cette catégorie. Le sélectionneur Mohamed Salim Hussein a fait appel à plusieurs internationales associées au local pour ce tournoi IFOA. Le Mali est basé dans le groupe A. Ses autres adversaires sont la Guinée-Bissau et le Libéria. Ce tournoi servira aussi de mise en jambe pour les aigles dames dans l'optique de la CAN au Maroc en juillet prochain. Bonne chance au Mali. Championnat national de basket de première division, la phase Caredas débute demain lundi en série dames et messieurs au Palais des Sports Salamatou Maïga. Oui, en jeu 2 places en dames et 2 en messieurs pour la phase play-off déterminant le titre de champion saison 2024-2025 de basket. Notez les oppositions de cette première journée. À 14h en messieurs, Stade Malien de Bamako Isfas. À 16h en dames, Stade Malien de Bamako Isfas également. À 18h en dames, Joliba Ice Police. Et à 20h en messieurs, CRBT Ice Police. Toutes ces affiches se dérouleront au Palais des Sports Salamatou Maïga. Merci Seragatou. Je vous en prie. Et bon début de semaine. Merci. Et c'est la fin de cette édition. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous demain 13h pour un autre point de l'actualité avec Abdul Karim Kaba. Nos grands-pères disaient que ce n'est pas l'aide des autres qui bâtit ta vie, mais le courage que tu trouves en toi. Tant que tu crois que le salut vient de l'extérieur, tu resteras prisonnier de ton désespoir. C'est ensemble que nous ferons le Mali. Bon début de semaine à tous.